Je voudrais juste donner un aperçu, même sans carte. Ce que je vous décris, c'est à peu près la même chose entre l'Amérique latine et puis les États-Unis. La frontière Mexique-États-Unis qui a été renforcée. On a près de 3000 km de frontières. On a la frontière entre la Russie et la Chine. Également, d'un côté, on a une population jeune et assez pauvre, et de l'autre côté une population inexistante, 20 millions de personnes en Sibérie avec des ressources colossales. Donc il y a une tentation forte de traverser aussi la frontière, ce que font les Chinois. On a des quantités de lieux comme ça très emblématiques de ces grandes fractures structurelles du monde. Alors pour parler un peu de la prospective, il y a plusieurs éléments nouveaux qui sont importants. Bon, d'une part, l'inconnu sur la croissance démographique de l'Afrique. Parce que les démographes, ils raisonnent toutes choses égales par ailleurs. Mais on ne sait pas si le continent africain, et notamment l'Afrique subsaharienne, va continuer à avoir une telle croissance démographique. Il y a des pays, des géants démographiques, comme le Nigeria par exemple. Est-ce qu'ils vont continuer à avoir le même nombre d'enfants par femme, ou est-ce que il y aura une politique de planning familial qui va réussir, comme ça a été le cas dans certains pays asiatiques, et qui va diminuer le nombre d'enfants par femme. Ça, on ne le sait pas d'ici la fin du siècle pour l'instant. On n'a pas d'éléments qui permettent de le penser, mais pas non plus d'éléments qui permettent de dire c'est impossible. Donc ça, c'est une inconnue. Mais si tout se poursuit normalement, on aura une population subsaharienne très importante qui, pour l'essentiel, c'est ça ce qui est le plus important, migre en Afrique. Il faut que tous les gens ils aient en tête que la plupart des Africains, ils ne migrent pas en Europe. Ils migrent dans un autre pays africain. Ils migrent vers le Golfe. Donc on a beaucoup de migrations sud-sud, et notamment dans ces migrations sud-sud, on a des Asiatiques qui vont d'un pays asiatique à l'autre, des Latino-Américains, mais aussi beaucoup d'Africains qui sont très mobiles. C'est une culture de la mobilité très importante en Afrique, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur des frontières. Et un Africain sur deux migre en Afrique. Ça, c'est fondamental à avoir en tête. Ils ne viennent pas tous chez nous parce que c'est compliqué, il faut de l'argent, c'est risqué, il y a des morts, etc. Premier point. Deuxièmement, il y a un autre phénomène de migration interne très important pour la prospective, c'est les déplacés environnementaux. Les déplacés environnementaux, pour l'instant, on en a 42 millions comptabilisés selon les groupes d'experts qui ont travaillé là-dessus, et on s'attend à avoir 240 millions environ de déplacés environnementaux à la fin du siècle. La plupart de ces déplacés environnementaux, ils ne viennent pas non plus chez nous, ils sont internes. Sur 42 millions, on n'a que 17 millions qui sont des migrants internationaux, parce que eux, ce sont les plus pauvres. Ce n'est pas des gens qui ont le temps de fabriquer un projet dans leur tête, comme les jeunes diplômés africains, etc. C'est des gens qui sont chassés par une catastrophe et qui doivent quitter leur pays d'un jour à l'autre parce qu'il y a une montée des eaux, parce qu'il y a la désertification, parce qu'il y a toute une série de catastrophes qui les chassent de chez eux. Et donc, c'est les plus pauvres. Pour l'instant, les plus pauvres ne sont pas partis dans le monde. Peut-être qu'à la fin du siècle, on les verra partir, mais pour l'instant, ils ne sont pas partis. Les migrants ne sont pas les plus pauvres. C'est des gens qui ont un capital de mobilité important, parce qu'ils ont des réseaux, qui ont construit un projet, qui ont de l'argent un petit peu, etc. Donc, les plus pauvres ne sont pas partis, peut-être qu'ils se mettront à partir, là aussi, donc là, ce sera... Certains disent on n'a encore rien vu, pour dire les choses. Et donc la migration du sud, elle va surtout dans le sud, parce que dans le sud c'est plus facile de migrer, il n'y a pas besoin nécessairement de visa, on n'est pas très bien accueillis, mais on peut quand même traverser la frontière sans avoir des gardes-côtes qui vous dissuadent, etc. Donc les déplacés environnementaux, c'est un élément très important du futur, parce que on va avoir de nouveaux facteurs de réchauffement climatique qui vont s'amplifier et qui vont accroître cette migration. Les femmes aussi. Migration, donc je vous disais, la dimension démographique, 2, les déplacés environnementaux. Les femmes, 51% des migrants internationaux sont des femmes. On ne les voit pas beaucoup parce que souvent elles sont dans des métiers précisément où on ne les voit pas. Elles travaillent pour garder des personnes âgées, elles travaillent dans des ateliers de confection, elles font le ménage dans des entreprises, etc. On ne les voit pas, mais elles sont nombreuses. Et donc les femmes prennent de l'autonomie, et plus elles prennent de l'autonomie, plus on a des femmes qui migrent d'elles-mêmes. Ce n'est pas du regroupement familial, c'est une migration féminine décidée par elles pour fuir des situations diverses.
Ensuite, on a les conflits. En ce moment, on est dans le conflit du Proche et du Moyen-Orient, mais on peut avoir d'autres conflits qui vont aussi provoquer des millions de réfugiés dans le monde, qu'on ignore encore pour l'instant. On a des quantités de régions très instables, notamment la Corne de l'Afrique, etc. Et là, on ne sait pas si des conflits vont provoquer des crises de l'ampleur de ce qu'on a vu au Proche et au Moyen-Orient. Donc ça aussi, c'est une inconnue. Et puis, l'autre élément très important, et je termine là-dessus, c'est la capacité à vivre ensemble. Puisque l'enjeu, c'est le monde qui rencontre le monde, et la plupart des gens ne sont pas prêts dans leur tête à cette réalité. Or, ça va être une réalité du futur très très importante, le dialogue des religions fondamentales, le dialogue des cultures, la capacité d'accueil, parce qu'on pourrait accueillir beaucoup plus qu'on ne fait, notamment en Europe avec la crise des réfugiés, mais il y a une crispation très forte dans le sens inverse, notamment du côté des politiques publiques. Donc il faut aussi que les politiques publiques s'habituent à cette réalité et ne soient pas uniquement motivées par les sondages et par la montée des extrêmes droites dans les pays européens, et aux États-Unis, par exemple, et également la question du vieillissement démographique, qui est une donnée lourde du monde futur et qui sera en partie résolue par la migration. Le seul facteur de croissance de la population européenne, c'est la migration. Le seul facteur de croissance de la population américaine, c'est la migration. Donc, c'est une donnée fondamentale du monde de demain. Donc voilà quelques éléments sur lesquels on peut tabler, si j'ose dire, parce que c'est des éléments solides, et il faut s'adapter à cette réalité. Je pense que c'est plutôt ça le message que j'essaye de donner, s'adapter à une réalité qui est là, de toute façon. Je voulais juste montrer une dernière carte, qui était la carte des déplacés environnementaux. Elle va revenir. Ah voilà. Je vais la revenir. C'est la dernière. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que la situation qu'on connaît en Europe, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces lignes de fracture, ces réticences, etc. Il y a aussi un enjeu qui est très important, qui serait, par exemple, l'harmonisation, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, du droit de la nationalité. On a beaucoup de diversités qui sont liées à l'histoire de chaque pays. On progresserait beaucoup, d'une part, en harmonisant plus à l'échelle mondiale l'acquisition de la nationalité. Deuxièmement, en ayant une gouvernance mondiale des migrations. Ça, c'est un élément très très important. Une tentative de l'ONU en disant finalement, il faut que la migration soit dans l'agenda international. C'était très long, il a fallu 20 ans. Aujourd'hui, pour la première fois l'année dernière, à la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2016, en septembre, on a parlé des migrations pour la première fois. Pour la première fois. Donc ça, c'est quand même fondamental. Ils ont écrit un pacte sur les migrants et les réfugiés, pacte mondial sur les migrants et les réfugiés, pour que les gens s'engagent. Il faut aussi mettre autour de la table les pays de départ, les pays d'accueil, les employeurs, les défenseurs des droits, les associations, les églises, tous ceux qui ont un intérêt contradictoire sur les questions migratoires, pour essayer de trouver une sorte de négociations communes, de points communs sur lesquels on peut se mettre d'accord. Il faut que les grandes organisations internationales aient une certaine force pour imposer aux États des politiques aussi en la matière, qui ne soient pas uniquement sous la coupe de leur effet d'opinion qu'ils ont chez eux. Et pour l'instant, on en est très très loin. Il faut que les conventions internationales soient plus signées et respectées. Par exemple, aujourd'hui, il y a 50 pays encore dans le monde qui n'ont pas signé la Convention de Genève sur l'asile depuis 1951. 50 pays, donc qui n'ont aucun droit d'asile. Un de mes collègues allemands disait le paradoxe de la situation du Proche et du Moyen-Orient, c'est que là où on a le plus de réfugiés aujourd'hui, la plupart des pays, sauf la Turquie, ne sont pas signataires de la Convention de Genève. Donc les gens n'ont pas de statut. Et la Turquie n'est signataire que pour les Européens. Pour les autres, c'est pas du statut de réfugié. Donc ça, c'est un paradoxe énorme. Les gens, ils sont réfugiés, mais ils n'ont aucune solution juridique à leur situation. C'est pour ça qu'ils vont vers l'Europe, d'ailleurs. Donc il y a des quantités. En revanche, il faut que les Européens et tous les pays riches signent la Convention des Nations Unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. C'est une convention de 1990 qui n'a été signée que par 50 pays, tous du Sud. Aucun pays du Nord n'a signé cette convention parce qu'elle donne quelques droits aux sans-papiers. Donc là aussi,
il faut mettre sur la table tout ça pour qu'il y ait plus d'accords entre les pour et les contre la fermeture et l'ouverture des frontières, entre les pays du Sud et les pays du Nord, entre tous les acteurs, pas seulement les États, mais les acteurs de la société civile qui sont impliqués dans cette question migratoire, pour qu'on ait une sorte de Bretton Woods des migrations, c'est-à-dire mettre autour de la table tout le monde pour qu'on arrive à se mettre d'accord. Sauf qu'il y a des tas de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, l'ouverture, la fermeture des frontières, le développement, le lien entre migration et développement. Ce serait une autre conférence, mais on n'est pas du tout au clair à l'échelle mondiale sur les liens entre migration et développement. Parce que la migration crée du développement, ça c'est très fondamental. S'il n'y a pas de migration, il y a des tas d'aspects du développement humain qui disparaissent complètement. Donc les pays du Sud sont dépendants de la migration. Et s'ils n'avaient pas de migration, il y aurait encore plus d'inégalités chez eux, encore plus de violence, etc. C'est ça qui est très important. Mais aussi, le développement crée de la migration. C'est-à-dire plus les gens sont éduqués, informés, plus ils ont envie de bouger. Ils ne sont pas le paysan dans son champ qui attend un avenir meilleur. Ça c'est pour les plus âgés seulement. Donc le développement va créer de la migration, ça c'est aussi l'avenir, mais la migration va continuer à créer du développement humain. Et donc il y a une contradiction entre les deux. Le développement n'est pas du tout pour l'instant à court terme, il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti l'an dernier là-dessus. La migration n'est pas une solution au développement, à court et moyen terme. À long terme, oui, mais long terme, c'est au-delà du 21e siècle. Vous dites la migration n'est pas... Une alternative n'est pas... est un facteur de développement et le développement est un facteur de migration. Donc le développement n'est pas une alternative à la migration. Voilà. Ah oui. Le développement n'est pas une alternative à la migration. Voilà. C'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux en même temps. Voilà, c'est les deux en même temps, contrairement à ce que disent beaucoup d'ailleurs. Parce que les politiques de développement, elles n'ont jamais créé de développement qui mette fin à la migration, sauf en Europe du Sud. Mais c'est un contexte très particulier, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal. Mais ailleurs, dans le Sud, ils ne sont pas entrés dans l'Europe, donc ils n'ont pas eu les fonds de développement que les pays du Sud de l'Europe ont eu quand ils sont entrés dans l'Union européenne. Donc en fait, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord là-dessus. C'est pourquoi les grands forums mondiaux lient toujours migration et développement en disant on ne peut pas dissocier les deux. Et par exemple, l'Agence française du développement en France, un organisme public, a complètement changé de discours en disant nous on fait du développement. Notre boulot, c'est du développement. On ne s'occupe pas de savoir si ça a un impact sur la migration ou pas. C'est pas pour arrêter la migration qu'on fait du développement. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Donc là, je voulais vous montrer cette carte, qui est une carte d'ailleurs des Nations Unies que j'ai un peu simplifiée, pour montrer les facteurs des migrants environnementaux qui n'ont pas aucun statut. Alors la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des quantités de gens dans le monde qui n'ont aucun statut en termes de citoyenneté. Pas seulement les sans-papiers, pas seulement les déboutés du droit d'asile. Il y a plus de 10 millions d'apatrides dans le monde. Il y a les déplacés environnementaux, 42 millions, ils n'ont aucun statut à l'échelle mondiale, aucun statut. Le HCR a considéré que ce n'étaient pas des réfugiés, etc. Donc on a des quantités de situations où la citoyenneté est niée pour les gens qui sont mobiles. On est dans un monde où on dit que la mobilité c'est une forme de modernité, mais la plupart des gens mobiles ont beaucoup moins de droits que ceux qui sont sédentaires. Donc ça aussi c'est une inadaptation à la réalité du monde comme il va. Et là, les déplacés environnementaux, il y a une partie qui est liée au réchauffement climatique, mais il y a des phénomènes qu'autrefois on ne classait pas comme problèmes environnementaux, liés, qui étaient des catastrophes naturelles. Le tremblement de terre de Lisbonne avec 300 000 morts à l'époque, que décrit Voltaire, qui a eu un impact jusqu'au Maghreb, jusqu'à Rabat. C'est une catastrophe environnementale. Le Dust Bowl aux États-Unis que décrit Steinbeck dans Les raisins de la colère, c'est une catastrophe environnementale, une boule de poussière qui va de l'est à l'ouest des États-Unis, qui chasse tous les fermiers vers l'ouest des États-Unis, une catastrophe environnementale. C'était des migrants environnementaux internes, mais ils n'étaient pas catégorisés comme ça à l'époque. Les tremblements de terre,
Les éruptions volcaniques, les cyclones, les tornades, ça, c'est des phénomènes auxquels on ne peut pas grand-chose, si j'ose dire, pour l'instant. Hein. Donc, c'est pas lié au réchauffement climatique. Ce qui est lié au réchauffement climatique et à l'intervention humaine, c'est la désertification, la montée des eaux, les coulées de boue, toute une série de catastrophes qui sont liées au climat. Mais la moitié des catastrophes naturelles, on en a tout le temps, ne sont pas du tout liées au climat et créent des déplacements environnementaux. Comme on le voit sur la carte d'ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, on peut passer aux questions. Ah oui, absolument. Hein